Aujourd'hui, je vais aborder les rencontres entre Robert de Baudricourt et Jeanne d'Arc à Vaucouleurs. Ces rencontres vont être déterminantes pour la suite et pour l'histoire de France, puisque c'est grâce à Robert de Baudricourt qui finit par accepter, après plusieurs mois d'insistance par Jeanne d'Arc, afin qu'elle puisse partir à Chinon avec une lettre de recommandation. Vous saurez tout, ou presque tout, sur ces rencontres décisives de l'histoire de France. Je vais d'abord vous faire un très court résumé de la situation du Royaume de France et surtout de vos couleurs. Nous sommes, comme vous le savez, en pleine guerre de Cent Ans. Et le Royaume de France, contrôlé par Charles VII, se concentre principalement au sud de la Loire. Mais il existe de nombreuses poches de résistance un peu partout dans les territoires du domaine royal, contrôlés par les Anglais et les Bourguignons. En clair, les Anglo-Bourguignons, même à cette date, sont loin de contrôler l'intégralité du territoire pris au domaine royal. C'est dans ce contexte que se trouve le duché de Bar, dont fait partie Vaucouleurs. Don Rémy est un cas plus particulier et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc le duché de Bar se trouve dans une poche de résistance et Robert de Baudricourt est le seul capitaine du domaine royal à être présent dans cette partie-là. Vaucouleurs donc se trouve à la frontière avec le comté de Champagne et puis nous avons évidemment le Saint-Empire germanique juste à côté. Et à cette époque, le duché de Lorraine est dans le Saint-Empire germanique. Dans un sens, Jeanne d'Arc n'est pas native de Lorraine, comme on pourrait le penser, mais à la frontière, aux marches de Lorraine, comme il était indiqué à son époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'évêque Don Rémy est bien celui de Toul, et non d'un évêché du domaine royal. Car en effet, Toul est intégralement dans le duché de Lorraine, mais avec une certaine liberté par rapport à l'Empire germanique. On peut faire aussi la remarque que le duché de Bar a un statut bien particulier, puisque le duché de Bar du côté ouest de la Meuse est dans le Barrois mouvant, donc domaine royal de France, tandis que l'autre partie du duché est dans le Barrois non mouvant, qui relève du Saint-Empire romain germanique. Donc on voit bien que c'est un environnement bien complexe, où le pouvoir religieux, royal et d'autres parties luttent d'influence pour contrôler et diriger d'une manière ou d'une autre certains pans de territoire. En clair, le duché de Bar est encastré entre le comté de Champagne, qui lui est principalement occupé par les Anglo-Bourguignons. Plus au nord, vous avez évidemment les Anglais avec la Picardie et la Normandie, qui sont quand même des territoires largement contrôlés par les Anglo-Bourguignons. Plus au sud, le duché de Bourgogne. Et puis, plus à droite, nous avons évidemment le Saint-Empire romain germanique, avec qui cependant Robert de Baudricourt entretient plutôt de bonnes relations. Il faut dire que le Saint-Empire germanique ne souhaite pas forcément que les Anglo-Bourguignons soient bien trop présents à ses frontières. Après ce petit résumé du contexte historique, où se trouve Don Rémy et Vaucouleurs, on va parler de Robert de Baudricourt. Alors, Robert de Baudricourt, ce n'est pas un inconnu, c'est d'abord le capitaine de Vaucouleurs. Depuis 1419, et peut-être, selon l'historien Philippe Contamine, depuis 1415, peut-être après juste la bataille d'Azincourt, il organise une féroce résistance contre les Anglo-Bourguignons, avec un certain succès, puisqu'il remporte la bataille de Maxey-sur-Meuse en 1419, juste à côté de Don Rémy. En 1420, il arrête une ambassade des Bourguignons qui était chargée de faire pression sur le cardinal de Bar afin qu'il respecte le traité de Troyes, qui, je le rappelle, en résumé, lègue le royaume de France au roi d'Angleterre. Mais en 1424, Robert de Baudricourt perd la cité de Blaise. Les Bourguignons donc se rapprochent de Vaucouleurs, et notamment Jean IV de Vergy et Antoine de Vergy, qui sont des proches du duc de Bourgogne. Et pour limiter leur présence, il va, comme de nombreux capitaines, ravager les territoires bourguignons. Alors la particularité de Robert de Baudricourt, c'est qu'il est capitaine de Vaucouleurs au nom du roi de France, mais il est également en lien direct avec René d'Anjou, Charles VII. Donc connaît Robert de Baudricourt, mais on ne sait pas vraiment s'ils ont des contacts très réguliers.
Il faut savoir aussi, c'est que Jacques d'Arc, donc le père de Jeanne d'Arc, connaît Robert de Baudricourt. En effet, eh bien, le 31 mars 1427, Jacques d'Arc est considéré comme le doyen de Domrémy, intervient auprès de Robert de Baudricourt avec des habitants de Domrémy suite à une demande de rançon par Damoiseau de Commercy. Donc on comprend que Robert de Baudricourt, ce n'est pas un capitaine ordinaire dans le sens qu'il est là au service du pouvoir royal de Charles VII, c'est un fidèle de Charles VII et qui contrôle les environs et qui tente plus ou moins de résister aux Anglo-Bourguignons. Et c'est dans ce contexte que Jeanne d'Arc va arriver. Alors attention, même si Jacques d'Arc connaissait Robert de Baudricourt, Jeanne d'Arc dit bien, et on va le savoir après, qu'elle ne le connaissait pas, qu'elle n'avait jamais rencontré Robert de Baudricourt avant 1428 a priori. Et c'est donc dans ce contexte très compliqué que Jeanne d'Arc va faire ses premières rencontres avec Robert de Baudricourt. Les périodes de rencontres, eh bien, ça reste assez flou. On sait que c'est en 1428. Selon Jean de Metz, ça serait plutôt à la mi-mai 1428, mais ça serait plus cohérent que ça soit plutôt après octobre 1428, lorsque Orléans est assiégé, puisque lors du premier rendez-vous, il semblerait qu'elle en fait référence. Alors, comment va se dérouler ces rencontres? La première rencontre, elle va se faire probablement avec l'aide de Durand-Laxart. Durand-Laxart, c'est un personnage qui est un petit peu oublié aujourd'hui et qui est pourtant très important. Elle l'appelle son oncle, peut-être parce qu'il est plus âgé, mais en réalité, c'est son cousin par alliance, puisqu'il est marié avec sa cousine, qui est la fille en fait de la sœur de sa mère. Il va beaucoup l'aider d'ailleurs pour rencontrer Robert de Baudricourt. En tout cas, il va être présent lors du procès de réhabilitation. Jeanne d'Arc d'ailleurs va parler de cette rencontre, puisqu'elle en parle lors du procès de condamnation à Rouen. Elle dit: j'allais chez mon oncle et il lui dit que je voulais demeurer chez lui pendant quelque temps. Donc on parle de l'oncle, on parle bien de Durand-Laxart. Et j'y demeurais à peu près 8 jours. Pour lors, je dis à mon oncle qu'il fallait m'emmener à Vaucouleurs, et mon oncle m'y conduisit. Quand je fus à Vaucouleurs, je reconnus le capitaine, quoique je ne l'avais jamais vu avant. On peut remarquer la ressemblance des faits, notamment avec Charles VII, puisque la légende, en tout cas l'histoire, raconte qu'elle l'aurait reconnu parmi ces sujets. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, et je vous invite en tout cas à regarder ma vidéo que j'ai faite sur la première rencontre à Chinon entre Charles VII et Jeanne d'Arc, et vous apprendrez sûrement des choses à ce sujet. Et je m'appuie, comme souvent, sur les témoignages de l'époque. Elle dit d'ailleurs, pour reconnaître Robert de Baudricourt, que ce fut par le moyen de ma voix qui me dit que c'était lui. Un peu d'ailleurs comme avec Charles VII. Il y a un lien de correspondance d'ailleurs qui, me semble, n'a jamais vraiment été fait. Donc là, elle dit donc que ses voix l'ont guidée. Et puis, elle dit au capitaine de Robert de Baudricourt: je dis alors au capitaine qu'il fallait que j'aille en France. 2 fois, il me repoussa et rejeta. C'est très important. Les mots ont un sens. Même à cette époque, hein, et peut-être même plus à cette époque qu'à la nôtre. Eh bien, en réalité, quand on parle de rejeter, on parle vraiment d'être poussé vers la sortie. On ne parle pas d'être accompagné. En réalité, on comprend que Robert de Baudricourt, au départ, il est plutôt assez énervé, comme on va le voir par la suite. Elle va dire cependant que c'est au troisième rendez-vous avec Robert de Baudricourt, eh bien, qu'il finit par accepter. Alors, ce témoignage qu'elle donne est corroboré par Jean Morel, qui lui est le parrain de Jeanne d'Arc et qui est d'ailleurs laboureur également. Plus tard, quand Jeannette partit à la maison de son père, elle alla 2 ou 3 fois à Vaucouleurs parler au bailli. Et on a un témoignage au procès de réhabilitation également du fameux Durand-Laxart qui l'emmène donc voir Robert. Et Robert me dit à plusieurs reprises, en tout cas ce qu'il dit: ramenez-la au logis de son père et donnez-lui des soufflets. Les soufflets, hein, bah, c'est des baffes, hein, tout simplement des claques. Donc il lui demande de la renvoyer. À plusieurs reprises, eh bien, Robert de Baudricourt demande à Durand-Laxart de la ramener chez son père et de lui mettre des claques. Bertrand de Poulengy, d'ailleurs, va témoigner aussi de cette première rencontre. En tout cas, lui, il dit que c'est la première fois qu'il la voit. Et la première fois que Jeanne vint à Vaucouleurs, ce fut, je crois, vers l'Ascension. Je la vis parler au capitaine Robert de Baudricourt. Elle lui dit: je suis venu vers vous de la part de monseigneur, afin que vous mendiez au dauphin de bien se tenir, de ne pas engager de bataille avec les ennemis, parce que le seigneur
lui donnera secours après la mi-carême. Le royaume n'appartient pas au dauphin, il appartient à Monseigneur. Cependant, Monseigneur veut que le dauphin devienne roi et qu'il tienne son royaume en commande. Il sera roi malgré ses ennemis, et moi je le conduirai à son sacre. Robert de Baudricourt, il est interloqué et lui dit: «Mais quel est ton seigneur?» Et elle répond: «Le roi du ciel». Alors il faut se mettre à la place de Robert de Baudricourt. Imaginez que vous êtes capitaine d'une place qui est quasiment assiégée par les Anglo-Bourguignons, et vous avez une jeune fille d'un laboureur qui vient vous dire qu'elle va emmener le roi se faire sacrer à Reims, que le royaume n'appartient pas au dauphin, qu'il appartient à son seigneur, donc Dieu, pour elle en tout cas. Et donc tout ça, c'est des éléments religieux qui sont très importants. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est au procès de réhabilitation que nous avons cette information. Donc même si le témoignage de Bertrand de Poulengy n'est pas à remettre en cause, sur le fond, eh bien, il faut rester un tout petit peu prudent sur la chronologie des événements. Alors on peut imaginer que la relation entre Robert de Baudricourt, en tout cas à cette première rencontre, et Jeanne d'Arc est plutôt assez mauvaise. D'ailleurs, lorsqu'il la voit partir, selon la chronique de la Pucelle et le journal du siège d'Orléans, il aurait dit en la voyant partir: «Elle serait bonne à servir de jouet à mes gens». En gros, à faire des choses pas très catholiques, si je puis dire. Au niveau du père de Jeanne d'Arc, eh bien Jacques d'Arc est assez énervé également, puisqu'il va dire au frère de Jeanne: «Si je vois qu'elle fait ce que j'ai rêvé d'elle, je voudrais que vous la noyiez, et si vous ne le faites pas, je vais la noyer moi-même». Et ça va aller beaucoup plus loin, puisqu'il va apprendre qu'elle est partie à vos couleurs. Et on apprend qu'il aurait perdu quasiment la raison lorsqu'il apprend ça. Il est donc plutôt assez énervé également, il est en confrontation avec sa fille, et sa fille, en tout cas, lui a fait faux bond. Elle dira d'ailleurs que c'est l'une des seules fois où elle a menti à ses parents afin de partir à vos couleurs. On apprend ça d'ailleurs lors du procès de condamnation, et c'est en fait Isabelle Romé qui en aurait parlé en fait de ce qui s'est passé lorsqu'elle est partie à vos couleurs. On peut imaginer donc que la relation est assez tendue. On sait aussi également qu'elle a failli être fiancée, Jeanne d'Arc. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Et cette fiançaille pourrait être à l'initiative des parents, puisque elle-même va se battre justement pour faire annuler ses fiançailles lorsqu'elle va partir à Toul. Mais vous allez voir qu'il va se passer des événements qui vont faire que, tout doucement, en tout cas, les choses vont changer. On va reprendre la suite avec Durand-Laxart, puisque lui dit carrément que Jeanne, voyant que Robert de Baudricourt refuse de la laisser partir à Chinon, elle prend les habits de son oncle et semble vouloir partir sans autorisation au financement. Toujours selon son témoignage, même si, comme je disais, on a très peu de notions de temps et on ne sait pas vraiment à quel moment certains événements vont se passer, on sait juste qu'a priori c'est au courant de l'année 1428, eh bien, Jeanne d'Arc va rencontrer le duc de Lorraine. C'est très important parce que, en fait, le duc de Lorraine entend oui dire sur Jeanne, et donc il est intéressé. Par contre, on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait par contre, par Durand-Laxart, elle reçoit 4 francs et a priori un cheval noir. Selon Jeanne d'Arc, d'ailleurs, elle va demander au duc de Lorraine de demander à René d'Anjou de l'accompagner voir le roi. Alors pourquoi René d'Anjou? Eh bien, il n'est pas encore duc de Bar, mais par contre, il est marié avec la fille du duc de Lorraine. Vous voyez, tout ça, c'est un peu compliqué. Et elle demande en fait son aide. Mais le duc de Lorraine ne donne pas suite à sa requête. Et puis, on sait aussi que, eh bien, il aurait fait venir notamment pour le soigner, auquel cas, eh bien, Jeanne d'Arc lui répond qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Et elle a eu raison, puisque à l'époque, eh bien, quand vous étiez médecin, vous étiez peut-être parfois considéré comme des sorciers ou des sorcières. Donc, vous n'êtes pas forcément bien vu. Même d'ailleurs, si elle avait, par exemple, réussi à le faire soigner par on ne sait quel miracle, eh bien, ça aurait peut-être été préjudiciable pour elle. Car ne l'oublions pas, elle ne se présente pas comme prophétesse, elle ne se présente pas comme une sorcière ou comme une personne qui peut guérir, faire des miracles. Pas du tout. Elle se présente comme une envoyée de Dieu. Et ça, c'est très important parce que d'une certaine façon, ça la protège, mais ça l'engage aussi à respecter les codes religieux de l'époque. Après peut-être cette rencontre du duc de Lorraine, même si on ne sait pas si c'est passé avant
ou après, eh bien, Robert de Baudricourt, en tout cas, refuse toujours de la laisser partir. En tout cas, ce qu'on peut comprendre. Et selon Durand-Laxart, donc son cousin, hein, eh bien, c'est la population de Vaucouleurs qui vont lui donner des vêtements d'homme, des chaussures et tout un équipement de guerre, probablement une épée. Durant l'Axar, toujours, eh bien, il va s'associer avec Alain de Vaucouleurs, peut-être un ami de Durand, on ne sait pas vraiment qui il est. Eh bien, ils vont lui acheter un cheval pour 12 francs et surtout, ils vont s'endetter pour elle. D'une certaine façon, Durand l'Axar est peut-être le premier des premiers à croire en elle au point qu'il est prêt à s'endetter pour elle. Et dans cette période où c'est quand même très difficile, hein, vous avez une guerre de 100 ans, les villages sont attaqués, il peut y avoir des moments de famine, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien, Durand l'Axar s'endette pour elle. Et ça reste un élément remarquable parce qu'en définitive, dans cette période assez difficile, nous avons au moins une personne qui croit fortement en elle. Donc Jeanne d'Arc, elle loge à Vaucouleurs, a priori chez Henri le Roger ou le Royer. Son métier à lui, ben, c'est plutôt de fabriquer des chariots et charrettes. Il semble d'ailleurs que pour financer son logement, hein, on ne sait pas comment ça se passe exactement, mais Jeanne travaille avec sa femme. Alors lui, il va quand même témoigner hein, au procès de réhabilitation. Henri le Roger est un peu surpris, il lui dit: «Mais, comment vous voulez faire ce voyage? Il se rencontre des gens de guerre en tout lieu». Elle répondait: «Je ne crains pas les gens de guerre, car j'ai mon chemin tout aplani, et s'il se rencontre des hommes d'armes, j'ai Dieu, mon Seigneur, qui saura bien me frayer la route pour aller jusqu'à Messire le Dauphin. Je suis né pour ce faire». Là, on comprend qu'on est, déjà dans une forme de destinée. Elle est totalement impliquée et elle estime en tout cas, qu'elle a un destin avec l'histoire de France, avec le dauphin et qu'elle n'en démord pas, elle ira jusqu'au bout. Selon la femme d'Henri le Roger, eh bien, elle dit au procès toujours de réhabilitation qu'elle logea 3 semaines environ chez eux et que Robert de Baudricourt refusait toujours de la mener au dauphin et elle note quand même une petite rencontre surprise, a priori dans vos couleurs, alors que Robert de Baudricourt est accompagné de Jean Fournier, qui est le curé de vos couleurs. Et Jeanne, en fait, eh bien, elle va discuter avec eux. Ils seront d'ailleurs un petit peu à part. Personne n'entend vraiment ce qu'ils vont se dire. Et selon ce que Jeanne d'Arc aurait dit à Catherine, eh bien, Jean Fournier va poser une question piège à Jeanne d'Arc. Si tu es chose mauvaise, va-t'en. Si tu es chose bonne, approche. Et Jeanne se traîna vers le prêtre et se mit à genoux. Là, on sent que le curé de Vaucouleurs essaie de la piéger. Et d'ailleurs, Jeanne, bien, elle estime qu'il avait mal fait, car il la connaissait, il avait déjà fait des confessions à ce curé. Donc après ces événements, on ne sait pas, hein, comme je le disais, l'ordre chronologie exact, même si on peut le deviner plus ou moins, eh bien on apprend que durant l'Axar, avec son ami Alain de Vaucouleurs, vont tenter de partir avec Jeanne d'Arc et ils vont s'arrêter à Saint-Nicolas de Sepfond. Mais ils finissent par rebrousser chemin car elle estime qu'il faut partir dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est un événement qui est très peu relaté, mais en réalité, ils ont déjà essayé de partir sans sa lettre de recommandation. Ensuite, on a aussi les témoignages de Jean de Metz hein, et Bertrand de Poulengy, qui sont en fait des officiers, hein, on peut dire ça, au service du capitaine de Vaucouleurs, qui témoignent d'ailleurs de la forte motivation de Jeanne. Et on pense notamment que Jean de Metz va être l'un des premiers, peut-être celui qui va aider à convaincre Robert de Baudricourt à l'autoriser à partir. En tout cas, il va s'attacher à elle manifestement, au point d'ailleurs qu'avec Bertrand de Poulengy, ils vont financer une partie du voyage. Là aussi, on comprend que non seulement la population est prête à l'aider, et il aide d'ailleurs, on a aussi les deux officiers, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui vont également tenter de l'aider, et nous avons Durand Laxart et son ami Alain de Vaucouleurs, qui vont également tenter de l'aider et qui s'endettent pour elle. Donc tout doucement, nous avons de plus en plus de personnes qui s'agrègent autour de Jeanne d'Arc pour l'encourager à continuer et qui croient en elle. En définitive, on ne sait pas exactement à quel moment, mais peut-être au début janvier 1429, eh bien Robert de Baudricourt accepte de lui donner un sauf-conduit, une lettre qui va d'ailleurs l'aider dans sa mission, et il va notamment rembourser une partie des frais de voyage selon Durand Laxart. Nous avons à ce moment-là
d'une manière totalement fortuite. En tout cas, on n'a pas d'éléments qui nous permettraient de dire que Collet de Vienne est venu expressément pour ça. C'est un messager qui se déplace beaucoup, hein, qui est là pour prendre le courrier, acheminer les messages entre le roi et ses sujets, les capitaines et les officiers. Et donc, c'est un personnage qui arrive à ce moment-là. Et c'est peut-être son passage qui va être opportun pour envoyer Jeanne d'Arc vers Chinon, vers le roi Charles VII. Et pour finir cette partie, il est difficile quand même aujourd'hui de savoir ce que pensait Robert de Baudricourt. Malheureusement, il est mort en 1454, donc quelques temps avant le procès de réhabilitation, ce qui fait qu'on n'aura pas son témoignage. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si vous avez aimé, à poser des questions éventuellement. Et puis, sachez que je prépare une autre vidéo sur le départ de vos couleurs de Jeanne d'Arc le 11 février. Et si vous écoutez la prochaine vidéo, vous comprendrez pourquoi.